Chapitre 7, partie 2. Le paradoxe de l'échec et du succès. Attablé dans un café de son pays natal, Pablo Picasso, alors dans la dernière partie de sa vie, tuait le temps à gribouiller sur une serviette en papier. Il dessinait nonchalamment, croquant ce qu'il s'amusait à observer à quelques mètres, un peu comme ces ados qui dessinent des pénis dans les toilettes publiques. Sauf qu'il était Picasso, que les habiles coups de crayon traçaient de ces motifs cubistes ayant fait son renom d'immense artiste. Une femme installée à une table voisine contemplait ce spectacle n'en perdant pas une miette. Au bout d'un moment, Picasso avala ses dernières gouttes de café et froissa la serviette pour la jeter en partant. La femme l'arrêta. Attendez, lui dit-elle. Puis-je avoir la serviette sur laquelle vous venez de dessiner? Je vous l'achète. Bien sûr, répondit-il. Ça fera 20 000 $. La femme rejeta brusquement la tête en arrière comme si l'artiste avait lancé une brique dans sa direction. Quoi? Il vous a fallu seulement 2 minutes pour dessiner ça? Non, chère madame, lui répondit Picasso avant de fourrer la serviette dans sa poche et de sortir du café. Il m'a fallu plus de 60 ans. Les progrès, dans quelque domaine que ce soit, passent par des milliers de minuscules échecs. Le degré de ta réussite est en fonction du nombre de fois où tu t'es planté. Si quelqu'un se montre meilleur que toi dans l'un d'eux, c'est probablement parce qu'il s'est planté plus de fois que toi. Si à l'inverse, quelqu'un qui est moins bon, c'est certainement qu'il ne s'est pas livré aux diverses expériences que tu as accumulées, toi. Si tu y penses, un jeune enfant qui apprend à marcher ne manque pas de tomber et de se faire mal des centaines de fois. Pourtant, à aucun moment il ne s'arrête en se disant Oh, je crois que la marche n'est pas faite pour moi. Je ne suis pas trop bon là-dedans. Plus tard, la vie nous apprend à éviter l'échec. Le système scolaire en est largement responsable. Tout y est rapporté à la performance. Les individus sont évalués sur cette base, et ceux qui ne se conforment pas au cadre sont sanctionnés. Démesurément autoritaires ou passablement réprobateurs, les parents ne sont pas en reste et ne lâchent pas suffisamment la bride à des enfants sous cloche aseptisés, trop contraints dans leur initiative. Et puis, il y a tous les médias de masse qui nous abreuvent de réussites spectaculaires, sans nous montrer les milliers d'heures d'entraînement nécessaires pour les atteindre. Arrive un moment où nous faisons pour la plupart face à la peur de nous ramasser. Du coup, nous évitons d'instinct l'échec potentiel, nous en tenant à ce qui est devant nous ou à ce que nous savons faire. Au risque de nous limiter, voire de nous étouffer, on ne peut vraiment réussir que là où on est prêt à échouer. Refuser l'éventualité de l'échec revient à fermer la porte à toute possibilité de réussir. Cette peur bleue de la déconvenue a beaucoup à voir avec la définition d'objectif, non pertinent car inatteignable. Ainsi, si j'en viens à m'évaluer selon le critère, faire ce que tous les gens que je rencontre m'apprécient, je risque fort d'aller dans le mur, pied au plancher. Mon échec, plus que probable, aura pour l'essentiel dépendu de ces personnes et non de moi-même. Quelle marge de manœuvre me reste-t-il en effet, si la valeur que je m'accorde est tributaire du changement des autres et indexée sur celui-ci? Si en revanche, j'adopte le critère améliorer ma vie sociale, je peux espérer me hisser par mon seul comportement à la hauteur de ma valeur, soit développer de bonnes relations avec les autres, indépendamment de leurs réactions. Les valeurs contre-productives, comme on l'a vu au chapitre 4, impliquent des objectifs extérieurs, tangibles, qui échappent à notre contrôle. La poursuite de ces objectifs constitue une source d'anxiété considérable, et les atteindre ne résout rien dans la mesure où la disparition de l'objectif en tant que tel laisse place au néant. Les valeurs constructives, comme on l'a vu également, font intervenir un processus, par exemple un truc du style m'exprimer sincèrement devant les autres, soit un critère de mesure de la valeur, sincérité, correspondant à une opération qui est toujours à recommencer et ne sera jamais complètement achevée. Chaque nouvelle conversation ou relation est porteuse de défis inédits et d'occasions à saisir de nous exprimer sincèrement. La valeur en question s'inscrit ainsi dans une opération continue. Si ton critère de mesure de la valeur, réussite par le prestige matériel, est acheter une maison et une belle bagnole, et que tu t'esquintes la santé à la tâche pendant 20 ans pour y satisfaire, une fois l'objectif atteint, c'est terminé,
rideaux. La crise de la cinquantaine, tu ne la verras même pas passer. Pas plus d'ailleurs que les occasions de progresser sur la voie de satisfaction consistante. C'est que la plupart des objectifs courants, décrocher un diplôme universitaire, acquérir une maison, perdre 7 kilos, la quantité de bonheur généré au cours d'une vie est des plus limitées. Ils peuvent certes procurer des bénéfices à court terme, mais en tant que guide sur la trajectoire de l'existence, ils ne se révèlent terriblement insuffisants. Picasso a vécu jusqu'à plus de 90 ans, continuant à produire presque jusqu'au bout. S'il avait, s'il avait ambitionné de devenir célèbre ou bien de faire fortune dans le monde de l'art, ou encore de peindre 1000 tableaux, il aurait fini par stagner, tôt ou tard, rongé par le doute. Il ne serait pas devenu le Picasso démultiplié des périodes successives en perpétuel renouvellement créatif. La raison de son succès, la valeur sans limite de l'expression sincère, celle qui, au soir de la vie, lui procurait encore une joie d'enfant et qui a rendu cette serviette si précieuse.